Être une réussite. Donc, au nom de l'équipe d'organisation, un grand merci. Et pour ce qui est de l'équipe d'organisation, j'ai le grand plaisir de vous présenter Christophe Pausch, secrétaire exécutif de la plateforme européenne de la microfinance, pour quelques mots de bienvenue. Bienvenue à la Semaine européenne de la microfinance 2020. Je suis sûre que vous savez où je me trouve en ce moment. Vous avez reconnu l'abbaye de Neumünster. Je suis à Luxembourg, dans cette abbaye qui, d'habitude, nous accueillait, un lieu chaleureux qui accueillait notre événement merveilleux. Je me trouve dans l'ancienne chapelle, l'une des plus belles salles de cette abbaye. Il n'y a aucun doute, l'histoire se rappellera de 2020 comme l'année du coronavirus. Et après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je suis certain que la décision de cette année d'organiser cette édition en ligne, malheureusement pas à l'abbaye de Neumünster, mais en ligne, ne vous aura pas surpris. Tout au long de notre planification, une chose a toujours été extrêmement claire. Maintenant, plus que jamais, il est important d'être en lien et de réunir le monde de la finance inclusive pour trouver des solutions pour faire face aux questions les plus urgentes. Organiser un événement en ligne, cela signifie de perdre un petit peu le contact personnel, l'expérience physique, mais d'autre part, nous, à la plateforme européenne de la microfinance, nous voyons cela également comme une opportunité. En effet, nous avons maintenant la possibilité d'entrer en contact avec de nouvelles personnes partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui peut-être de par le passé n'avaient pas la possibilité de nous rejoindre ici au Luxembourg. Et je tiens à accueillir très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois. Nous sommes ravis que vous soyez des nôtres pour cette année bien particulière. Organiser l'événement en ligne nous permet d'entrer en contact avec de nouveaux participants et nous donne également plus de liberté pour explorer une plus grande variété de formats. Au cours des prochains jours, nous allons avoir des plénières, des discussions de panel, des conversations au coin du feu, des keynotes, des lancements thématiques, des études de cas, des sessions de travail et lancer également de nouvelles publications. Au total, il y aura en fait presque 50 événements au programme, plus que jamais. À côté de la cérémonie de remise du prix européen de la microfinance, un moment à ne pas manquer, et il y a également la présentation du nouveau livre Taking Shelter, que je vous recommande chaudement. D'après les retours d'expérience que nous avons eus de nos participants ces dernières années, nous savons les éléments que les participants apprécient le plus. Le réseautage, le fait de rencontrer des pairs, échanger des informations et des connaissances, planifier de nouveaux projets et établir des collaborations, apprendre les uns des autres. Et nous, ici, nous sommes confiants, nous pensons que vous allez faire l'expérience de tous ces éléments dans le cadre de cette édition. Nous vous proposons un événement passionnant, dynamique, interactif, participatif, donc plongez directement dans l'expérience et profitez au maximum de cette semaine européenne de la microfinance virtuelle. Je tiens à remercier nos fondateurs, le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, sa direction de la coopération et développement, et le ministère des Finances du Luxembourg pour leur soutien. J'aimerais également remercier nos sponsors corporate, Crédit Suisse et la BEI, la Banque européenne d'investissement, et également nos d'autres sponsors, Arendt, Infine, Bio, Frankfurt School of Finance and Management et ADA. Merci également à nos partenaires médias, Microcapital, FinDev Gateway, Next Billion, pour passer la bonne parole. Et quand je dis passer la bonne parole, nous savons que certains d'entre vous sont très actifs sur les réseaux sociaux. N'oubliez donc pas d'utiliser le hashtag EMW2020 si vous publiez quelque chose à propos de cet événement. J'ai déjà mentionné l'excellente coopération que nous avons établie avec le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg, Direction Coopération au développement, et je suis heureux que son coordinateur général, M. Christophe Schulz, ait accepté l'invitation de prononcer une allocution d'ouverture. Je vous souhaite une excellente semaine européenne de la microfinance et je me réjouis de vous revoir en présentiel l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bonjour, mesdames et messieurs. Au nom du gouvernement du Luxembourg, c'est un grand plaisir que de vous accueillir à la Semaine européenne de la microfinance. Bien sûr, nous aurions préféré organiser cet événement à l'abbaye de Neumünster, au cœur de Luxembourg-Ville, mais cette année est un peu différente, à de nombreux égards d'ailleurs.
Néanmoins, nous sommes ravis de constater que tellement d'experts et d'orateurs prestigieux nous rejoignent lors de cet événement, qui partagent tous les mêmes objectifs, à savoir promouvoir l'inclusion financière. Au cours des séances qui nous attendent, nous allons entendre parler de questions tournées vers l'avenir, des tendances dans l'inclusion financière, la numérisation, le logement, l'assurance, l'agriculture, la mesure d'impact, les changements climatiques, l'épargne et enfin et surtout le coronavirus et la crise qu'il a causée. Ce virus est devenu en un rien de temps une menace à la santé humaine, à la sécurité et au bien-être. Il a fortement perturbé nos économies et il a causé des ravages dans nos vies et pour les moyens de subsistance, surtout pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Dans ce contexte, il est important de faire preuve de résilience et de soutenir les activités productives, la création d'emplois, l'entrepreneuriat, en particulier des femmes et des jeunes, en garantissant l'accès à des services financiers et non financiers inclusifs. Le Luxembourg continue à s'engager via une action publique ciblée avec nos partenaires européens tels que la plateforme européenne de la microfinance pour veiller à ce que le secteur de l'inclusion financière reste résilient. Nous allons continuer à mettre en œuvre des efforts pour encourager la reprise économique. Les conséquences de la crise actuelle sont multiples. J'aimerais juste mentionner quelques aspects sur lesquels nous allons nous attarder au cours de la semaine. La transition vers des services financiers numériques était déjà quelque chose qui était en place, même avant le début de la pandémie. Néanmoins, la crise du Covid-19 nous a montré le rôle vital qu'ont à jouer des services financiers numériques responsables pour des populations vulnérables dans le cadre de la distanciation physique. En effet, des voies de distribution numériques peuvent combler le fossé entre les distances géographiques, entre les institutions de microfinance et les clients qui sont difficiles à atteindre. Les paiements sans contact sont un exemple. Il y a d'autres éléments pour dépasser les obstacles. À long terme, le coronavirus va certainement accélérer la transition vers la finance numérique et qui a un potentiel pour stimuler la croissance économique. Avec nos partenaires tels que les communautés FinTech et cybersécurité, l'Alliance pour l'inclusion financière qui vient d'ouvrir un bureau au Luxembourg et nous-mêmes, nous voulons exploiter le grand potentiel pour des services financiers numériques responsables après le Covid. Et la pandémie nous montre également qu'il faut mieux protéger les consommateurs. Les confinements ont exercé de la pression sur les prestataires de services financiers et leurs clients. Et pour être cohérent avec notre principe « Do not harm », ne pas nuire, l'ensemble du secteur doit travailler main dans la main, traiter les clients de manière équitable et éviter des comportements nuisibles qui ne font qu'accroître les souffrances. Et en même temps, il faut éviter de la pression excessive sur les prestataires de services financiers. Ces derniers mois, nous avons observé une coordination sans précédent entre investisseurs, bailleurs de fonds et autres acteurs de ce secteur. Et la plateforme européenne de la microfinance a lancé une plateforme de discussion, covidfinclusion.org. Notre partenaire ADA coordonne la fourniture d'assistance technique, a mis en place un fonds d'urgence d'assistance technique pour aider les IMF à tenir bon pendant cette crise. En plus, les véhicules d'investissement microfinance dont la majorité sont domiciliés au Luxembourg ont élaboré des règles clés, des principes clés pour harmoniser les approches et pour protéger les institutions de microfinance et leurs clients dans le cadre de cette crise du Covid. Ils l'ont fait en coopération avec nos organisations partenaires telles que le CEGAP, SPTF ou Grameen Crédit Agricole Foundation. Nous estimons qu'il s'agit là de bonnes pratiques et nous encourageons tout le monde à adopter des approches centrées sur le client pour éviter d'accroître la concurrence en ces temps difficiles et pour permettre au secteur de survivre. Comme l'édition 2020 du Compass de l'inclusion financière le dit, il y a maintenant des opportunités à réaliser des changements, à reconstruire mieux. Des éléments qui auraient été difficiles à mettre en œuvre en temps normaux.
Et le prix européen de la microfinance représente d'ailleurs l'un des moments forts de cette semaine. Notre ministre, évidemment, ne savait pas quel serait le contexte dans lequel nous allions nous trouver cette année en choisissant le thème de cette année. Et ce thème est très pertinent, à savoir l'épargne. L'épargne est l'approche européenne classique et a été extrêmement importante pour fournir des filets de sécurité à des millions de personnes qui se retrouvent dans le risque de sombrer dans la pauvreté. Les individus, les entreprises qui sont dépourvues d'épargne suffisante se trouvent confrontés à une pression financière très importante lorsque les activités économiques sont perturbées. L'épargne inclusive permet de lisser la consommation face à des revenus volatiles et d'atténuer l'impact de la pandémie. Et au-delà de cela, l'épargne permet de planifier à long terme et est un moteur d'autonomisation. L'épargne crée des opportunités économiques et est une source de solidarité sociale. Et quand je pense aux personnes les plus pauvres, notamment les femmes, elles sont en première ligne des réponses locales à apporter au choc, même avant que les aides publiques ne puissent être déployées. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons des discussions de haut niveau et approfondies sur l'inclusion financière qui se tiendront ici. Nous sommes confiants que vous allez tirer profit de cette réunion extraordinaire, de partager des expériences et d'apprendre les uns des autres. Je vous souhaite des discussions fructueuses et une excellente semaine européenne de la microfinance. Nous vous réjouissons déjà de vous accueillir à nouveau en présentiel à Luxembourg l'année prochaine. Merci de votre attention. Et maintenant, nous allons écouter un discours prononcé par une invitée très particulière, Ella Bhatt. Ella Bhatt est indienne, elle a organisé des coopératives, elle est militante et elle a créé l'Association des femmes indépendantes en Inde en 1972. Elle a été invitée à faire partie du groupe des sages institué par Nelson Mandela en 2007. Un événement qui a réuni les leaders mondiaux pour qu'ils puissent faire part de leur sagesse, de leur leadership et de leur intégrité pour faire face aux problèmes les plus épineux au monde. Nous avons demandé à Ella Bhatt de partager avec nous son éclairage unique. Depuis des dizaines d'années, elle a travaillé en faveur de l'inclusion financière et nous lui avons demandé son éclairage pour bien comprendre le contexte actuel. Alors, quel sera l'impact de la crise pour le secteur de la microfinance? Quels sont les enseignements à tirer dans le contexte de cette crise-ci? Y a-t-il des opportunités à saisir compte tenu des changements profonds que nous observons? Nous allons écouter tout cela et bien plus. Et je cède la parole à Ella Bhatt. Namasté à vous tous. Toutes mes meilleures salutations, chers amis. Merci, un grand merci. Je suis honorée d'être présente ici et de pouvoir vous adresser la parole lors de cet événement européen de la microfinance. Cet événement est virtuel, heureusement et malheureusement. Je remercie tout particulièrement la plateforme MFP, la plateforme européenne de microfinance, ainsi que le gouvernement luxembourgeois. La microfinance. En réalité, on se concentre sur la micro-personne, la petite personne. La personne, le citoyen qui dispose d'un statut, un tout petit statut, un micro-statut dans notre société. N'oublions pas cette personne qui est très souvent une personne, une femme. Aujourd'hui, on comprend la microfinance comme étant une activité financière, mais nous savons très bien que la microfinance est issue du paradigme du développement, le paradigme du soulagement de la pauvreté, de la réduction de la pauvreté. D'un autre côté, nous n'oublions pas non plus que ce geste, cette opération, a été particulièrement articulée et mise sur pied par des femmes pendant la conférence des Nations Unies sur les femmes dans la ville de Mexico en 1975. J'y étais.
parmi tant d'autres. Permettez-moi de vous dire que j'étais là en tant qu'une participante, une de ces femmes, mais j'ai eu la possibilité de m'exprimer en tant que présidente de SEWA, une association de femmes indépendantes, un syndicat qui a pu se faire entendre. Parce qu'à l'époque, nous avions déjà démarré une banque coopérative qui s'appelle la banque SEWA, S-E-W-A. Et cela remonte déjà à 1973. Je voudrais aussi ajouter que le mot microfinance est venu bien plus tard. Étant donné que la microfinance est arrivée sur la scène mondiale lors du sommet sur le microcrédit à Washington, D.C. en 1997. Et là, on s'est concentré plutôt sur le crédit. Depuis lors, on parle plutôt de microcrédit. Et donc, on s'est concentré davantage sur le crédit. On est passé de l'épargne au crédit. Parce qu'auparavant, on se concentrait davantage sur l'épargne essentiellement. Et donc, j'ai pensé que... Parlons un petit peu de ce qui s'est passé avant, de l'histoire, étant donné que je suis là depuis le début. Le terme microfinance est arrivé beaucoup plus tard, comme je vous l'ai dit. Et quand la microfinance est arrivée sur la scène mondiale, lors du sommet sur le microcrédit à Washington, on s'est davantage concentré sur le crédit. Et puis, l'épargne est devenue un crédit. L'épargne s'est tournée vers le crédit et très bientôt, les investisseurs mondiaux frappaient à la porte des MFI, c'est-à-dire des institutions de microfinance, les IMF en français. Inutile de vous dire que le microcrédit en soi présente de graves limites, de graves écueils. Des limites dans la réduction de la pauvreté, dans la génération d'un revenu ou dans la création d'actifs, et je dirais même plus que cela a des limites également dans la construction d'une économie nourricière. Et là, je dirais même, je militerais plutôt pour une approche beaucoup plus large et demanderais aux institutions de microfinance et aux investisseurs de nous offrir tout un ensemble de services financiers au-delà du microcrédit, de ne pas se contenter du microcrédit. Il s'agit là d'offrir une combinaison de services bancaires, d'épargne, transfert d'argent, assurance prêt, pension, etc. Et j'y inclurais même, disons, des micro-fonds à impact social, ainsi que des mécanismes d'investissement vert. De tels produits associés, combinés, servirait tous les besoins du cycle de vie des ménages à faible revenu, parce que ces ménages ont également besoin de services de soutien. Dans la banque SEWA, comme ma collègue Jeshirwal a l'habitude de le dire, très souvent, nous soutenons les clients, nos clients qui sont les femmes, dans le domaine des soins de santé, quand elles ont besoin d'étendre leur propriété agricole, quand elles ont besoin de services vétérinaires, de formation professionnelle ou d'établir également des liens commerciaux naissants. Nous avons également vu d'autres institutions de microfinance, comme Basics en Inde, par exemple, qui utilisent une approche beaucoup plus large. Disons que cette approche a largement réduit la migration forcée des hommes qui ont dû quitter leur propre terre et leur propre maison. Pendant cette pandémie, comme vous le savez certainement, la plus grosse partie de la migration forcée est devenue une tragédie dans l'histoire de l'Inde. Jamais auparavant,
tellement de personnes, de citoyens honnêtes et travailleurs ont dû quitter soudainement leur emploi, leur travail. On leur promettait des paiements qui n'arrivaient pas, leurs poches étaient vides et ces citoyens, ces travailleurs devaient retourner à pied chez eux. Ils ont dû quitter leur village, ils ont dû quitter leur famille. Et très souvent, avec eux sont partis leurs femmes et leurs enfants. Donc, c'est vraiment devenu une situation dramatique, tragique. Mais permettez-moi de vous dire également que dans ces villages où les femmes avaient constitué des groupes d'entraide, des fédérations d'épargne, des fonds de subsistance, des entreprises agricoles, eh bien, ces femmes ont aidé leurs familles à faire face à ce choc brutal et honteux qui leur a été imposé, ainsi que ce choc a été imposé également à leur société et à notre économie. Je voudrais ici souligner un fait particulier. La santé et la crise sanitaire et économique qui vient du Covid n'est que le résultat de notre propre façon de maltraiter l'environnement. Les hommes ont violé, ont dévoré tout cela, se sont dévorés les uns les autres, ont dévoré notre mère, la terre, ainsi que l'habitat d'autres êtres vivants. C'est douloureux de constater que le monde financier était voué à la destruction. Et je voudrais même dire que ce monde a entrepris des activités d'autodestruction. Je plaide, je demande que ces services financiers servent à nourrir notre vie quotidienne, qui est surtout faite de santé, de nourriture. Il s'agit également de garantir, de nourrir le sol, de nourrir la terre, qui, après tout, nourrit tous les êtres vivants. Il faut toujours penser à avoir tout cela en tête. La finance doit atteindre l'esprit de l'homme et nourrir la connaissance grâce à des technologies qui conviennent à notre société. Nous avons besoin d'investissements nourriciers qui nourrissent, qui prennent soin des générations futures. Mais malheureusement, aujourd'hui, il semble que le système financier soit devenu en soi une structure complètement indépendante, comme s'il n'existait que pour lui-même. Les dégâts de la subsistance, du changement climatique, les dégâts causés à nos relations, à l'art et à l'artisanat, ainsi que au bien-être local et mondial. Tout cela est triste. Bien entendu, nous savons que l'argent est nécessaire, c'est un instrument utile, mais aujourd'hui, l'argent est devenu un outil qui permet de gagner encore plus d'argent, toujours plus d'argent. Et puis, nous sommes nous-mêmes devenus un outil dans les mains des outils financiers. N'est-ce pas? La vérité, c'est que tous les outils, tous les instruments doivent s'entraider et pas autrement. Il ne doit pas en être autrement. Le secteur bancaire doit réfléchir à la façon dont il peut financer, investir son argent, que ce soit faut-il construire plutôt ou investir plutôt dans une usine, dans une biscuiterie ou dans une fabrique d'armes? Faut-il investir dans la construction de plus de voitures ou plus de vélos? Faut-il planter plus d'arbres ou semer plus de pesticides? La banque et les institutions de microfinance doivent penser au mauvais usage que l'on peut faire des produits financiers que ces entreprises prêtent. Trouvons d'autres façons pour planter des arbres, utiliser la microfinance pour planter des arbres. Et comment rendre la plantation d'arbres plus rentable? Comment utiliser cette filière plutôt que de penser à couper des arbres? Pensons à recycler et rendre le recyclage plus rentable plutôt que de fabriquer. Ce sont les défis auxquels nous avons à faire face. Encourageons la propriété communautaire
des actifs, à côté de la mise sur pied d'avoirs privés, de biens personnels. Si on lui donne toutes ces chances, l'esprit de coopération, c'est vraiment ce qui va nous amener à une compétition beaucoup plus saine. Le système actuel du secteur bancaire actuel de la microfinance doit se rendre compte que les ménages à faible revenu doivent augmenter leurs revenus, ont besoin de davantage de liquidités. Il faut investir dans les compétences, dans les moyens de production, dans les capitales de travail. Nous espérons que les régulateurs nous aideront les services financiers innovants. Nous espérons cela, nous l'espérons vraiment. Et enfin, tournons-nous vers la finance numérique. Est-ce une opportunité ou une menace pour les finances et pour les institutions de microfinance d'aujourd'hui? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas de réponse, même si je suis l'oratrice principale de cet événement. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes concentrés sur des contacts de proximité à forte interaction, des contacts en vis-à-vis. Nous avons rempli des formulaires à la main et puis nous les avons soumis à la main. Mais tout cela a changé, y compris dans notre banque, la banque Sewa. Au cours de ces dernières années, la situation a changé et plus encore au cours des derniers mois. À la banque Sewa, c'est un processus qui a également changé. Comment trouver une solution intermédiaire? C'est ça vraiment le défi qui se pose à nous. Le service aux clients doivent se pratiquer en vis-à-vis, de façon présentielle, et l'information, etc., doit être numérique. Donc que les services se fassent en vis-à-vis, en personne, et que toute cette information et autres soit numérique. Est-ce possible? Est-ce envisageable? Mon ami qui est chercheur, Vijay Mahajan, appelle cela, oui, en fait, il lui a donné un nom, il appelle cela le contact numérique, le DigiTouch. Oui, DigiTouch, contact numérique. Moi, je comprends que les produits financiers numériques et les services financiers numériques doivent être gérés, opérés par des organisations locales, des organisations financières de femmes au niveau local, quelque chose comme des coopératives, des fédérations, des associations, des groupes d'entraide et d'autres. Ces organisations ne doivent pas être gérées. Nous avons une coupure, un petit instant. Alors, la finance numérique doit être localisée, décentralisée et être au service également des femmes qui sont actives dans l'économie. C'est ainsi que je comprends humblement cette situation. En fin de compte, je voudrais également ajouter que le chemin, notre chemin d'avenir, que la voie à suivre à l'avenir, c'est la voie du soutien, de la bienveillance, des produits nourriciers. Je veux dire que si on n'avait pas été nourri pendant notre enfance, quand on était tout petit, ou quand on était enfant, on ne serait pas ici. C'est la leçon à tirer de toute cette histoire, la leçon du soutien, de la bienveillance, de la mère nourricière. C'est la leçon que j'ai apprise, que j'ai tirée de cette crise, de cette pandémie. Quand allons-nous comprendre cela? Ce qui m'inquiète,
Et je pense que le mot que je cherche devrait être un peu plus grave que de dire simplement ce qui m'inquiète. Mais le problème, c'est qu'il semble que nous ne nous rendons pas compte de la situation. Quand allons-nous nous rendre compte que nous formons tous le monde, tous ensemble, nous faisons tous partie du monde? Nos relations, nos rapports nous nourrissent tous, vous et moi, les populations, la nature. Nous vivons sous le même ciel, nous respirons le même air. Nous puisons de l'air, de la terre, de l'eau, d'un sol commun. Nous mangeons ce que produit la même terre, et cette terre qui fait vivre tous les êtres vivants. Reconnaissons que ce lien entre nous est fondamental. Construisons tous ensemble une économie nourricière, une économie de soutien. Sur ces mots, je vous remercie une fois encore et vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Me voici de nouveau. J'espère que vous avez apprécié ce discours d'ouverture. Dans la section suivante, nous allons tenir une discussion en panel, avec une conversation très prenante parmi des observateurs clés dans différentes parties de notre secteur, qui ont étudié les événements des mois passés pendant la crise du Covid, en essayant de nous dire ce qu'ils estiment être la bonne position à adopter par les SFP aujourd'hui, et quel degré de résilience est nécessaire et quel soutien doit être apporté et par qui, pour que les portes restent ouvertes afin de pouvoir rester au service des clients qui doivent rester résilients. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau après ce discours d'ouverture incroyable. Le chemin va être incroyable, on parle de ces aspects humains pour passer au volet plus institutionnel. Et nous sommes ensemble donc pour faire cette transition. Nous avons aujourd'hui un panel fantastique avec Greta Bull, PDG CEJAP, Eric Campos, Grameen Crédit Agricole, Sanjay Sinha, directeur MCRIL Inde, et Mohamed Khaled, qui est en tête du groupe de pratiques financières pour l'IFC, MENA. Eh bien, nous allons donc donner la possibilité à chacun d'entre eux de donner un aperçu d'ensemble de ce sujet, de la résilience institutionnelle, et voir quelle est la situation actuelle. Et nous allons ensuite pouvoir poser des questions, projeter vers l'avenir, et à la fin, il y aura un petit volet questions-réponses. N'hésitez donc pas à ajouter vos questions. Je suis Barbara Magnoni, j'ai oublié de me présenter, présidente EA Consultant. J'organise la discussion de ce panel et voilà, je vous remercie. Nous allons commencer par Greta. Bonjour à tous. C'est très tôt ici où je me trouve. J'espère que j'aurai des propos cohérents. Alors, nous allons parler un peu de CEGAP. Depuis le début de la crise, CEGAP a essayé de mobiliser un soutien dans le secteur de la microfinance. Avant tout, collecter des données sur les événements dans les portefeuilles des IMF, mais essayer également de regrouper des ressources dans des scénarios de gestion, de développement des scénarios avec des conseillers, etc. Et ces ressources peuvent être trouvées sur la plateforme CEGAP également. Aujourd'hui, on va avant tout évoquer les approches depuis avril par rapport aux enquêtes qui ont été réalisées, et vous pouvez soumettre vos données. Si vous en avez, ça nous sera très utile. Nous allons poursuivre ce travail de bureau. Nous sommes en partenariat avec Symbiotics, avec un grand nombre, plus de 3000 investisseurs, et les données sont reprises sur notre site internet. Mais je vais vous donner une vue d'ensemble de notre jeu de données, et ça correspond tout à fait d'ailleurs à ce que d'autres ont pu dire dans le secteur. Tout d'abord, la crise de liquidité a été prévue dès le début de cette crise, mais n'est pas survenue.
essentiellement, les investisseurs gouvernementaux et les IMF elles-mêmes ont pu intervenir pour éviter cela. Alors beaucoup d'incertitudes gravitent autour du monde financier, beaucoup étant liées à la réaction initiale aux crises. Beaucoup de gouvernements ont mis en place des mécanismes de IMF sur 3 ont fait preuve d'une grande tolérance vis-à-vis de leurs clients avec une restructuration des portefeuilles. En fait, il est difficile de comprendre ce qui se passe réellement. Une préoccupation, c'est par exemple les signaux clairs qui peuvent arriver en termes d'insolvabilité. Autre élément, autre action des IMF dès le début de la crise pour préserver les liquidités et gérer les risques, c'est la réduction importante des prêts. 304 IMF ont réduit les prêts de moitié quasiment, d'autres complètement, dès le début de la crise. Aujourd'hui, sur la base des données que nous avons de Symbiotics, nous voyons une reprise des remboursements, mais on est en dessous du niveau précédent. Quelque peu, nous entrevoyons une reprise et nous constatons interruption de la vidéo. Nous avons entrevu ou prévu un impact sur le portefeuille et nous le retrouvons dans nos données. À moyen terme, nous avons de grandes préoccupations en termes de solvabilité au niveau 2 et au niveau 3 pour ce qui est des IMF. Il sera difficile de savoir très clairement quelle est la situation tant qu'on n'aura pas les données précises. Nous avons sondé le terrain auprès des IMF en juillet et en leur posant des questions qualitatives. Leurs préoccupations étaient celles des liquidités et de la solvabilité. 29% ont dit attendre des problèmes de solvabilité dans les 3 mois à venir, ce qui a été conforme avec les données de la première vague de l'enquête. Une IMF sur 3 attendait des problèmes d'insolvabilité dans les 6 mois à venir. Nous savons très bien que le secteur est très préoccupé, quoi qu'il en soit. Du point de vue opérationnel, nous avons vu beaucoup de transformations vers le numérique dans l'interaction avec les clients, comme la distanciation sociale, avec une augmentation des call centers. Donc il y a un approfondissement numérique, 30% disaient accroître la correspondance via le volet numérique. 40% des IMF seulement que nous avons enquêté avec quelques transactions numériques, ce qui est bon, mais cela veut dire qu'il y a quand même déjà beaucoup de volume financier dans le numérique dans le cadre de cette et en dépit de cette situation de crise. Je crois que la crise est une piqûre de réveil qui nous montre que nous devons travailler sur la résilience institutionnelle à beaucoup d'égards. Pour assumer les risques, des mesures ont été prises dans les organisations, renégociation avec les bailleurs de fonds, etc. Mais au fond, la numérisation est au cœur de cette tendance, même si tout n'est pas encore traduit dans la réalité dans le secteur. Barbara, c'est à vous. Merci beaucoup, Greta. Passons maintenant à Eric qui va évoquer une enquête similaire. Peut-être que vous pourrez nous en dire quelques mots. Enquête dans le cadre de la crise du Covid auprès d'un certain nombre d'IMF. Merci Barbara. Est-ce qu'on m'entend bien ? Demande l'orateur. Parfait. Alors j'ai quelques chiffres à vous montrer. Je ne sais pas s'il sera possible de les afficher. Parfait. Donc, tout d'abord, je vais placer tous ces chiffres dans leur contexte. Lors de la survenue en février du virus du Covid, la préoccupation majeure qui régnait était d'éviter la crise de liquidité. Le contexte était tendu. Et cette fois-ci, nous envisagions
un sentiment de panique du côté des bailleurs. Nous avons donc décidé de lancer une enquête immédiatement lors des derniers jours du mois de février, puis sur une base régulière. Nous avons tenu cette même enquête en février, mars, avril et juin, et je vais pouvoir vous fournir quelques chiffres. Et grâce aux réponses des CMF en coopération avec ADA et Impulse, nous avons collecté des chiffres de plus de 100 IMF sur 3 continents, Asie, Afrique, notamment au sud de l'Afrique. Et nous avons retransmis les analyses aux IMF pour leur permettre de voir où se situaient les problèmes des autres IMF, pour leur indiquer tout simplement que tout le monde subissait le même contexte et que c'était là une bonne façon de tirer des enseignements les uns des autres. C'est ainsi que nous avons donc vécu cette enquête. Premier chiffre intéressant. Le transparent s'affiche. Nous constatons qu'il n'y a pas eu de grande crise de liquidité au niveau des IMF grâce à une absence de fuite des déposants et une politique prudente des bailleurs de fonds. Vous savez que nous avons pris un échantillon représentatif, quoi qu'il en soit. Au début de l'enquête, on était à 40% d'absence de liquidité. Et les chiffres ont connu un recul pour descendre à 12% lors de la dernière enquête. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de recul de l'épargne lors de la période de la crise du Covid-19. Il y a eu des tampons de liquidité qui ont permis de compenser les faibles liquidités avec 70 partenaires dans le cadre de la fondation, ce qui a permis de compenser la base élargie de faible liquidité. Il n'y a pas eu donc de crise de liquidité pendant la période du Covid-19, c'est un signe, et nous avons tout mis en place ainsi que des protocoles d'accord visant à protéger les IMF de ce type d'effet sur les liquidités. Et c'était une bonne décision qui avait été prise de concert. Écran suivant. Il s'agit ici de la durée de report de dette dans la durée. Pour nous, c'était pas une crise sur 6 mois, mais plutôt une crise sur 1 an, voire 2 ans. Mais quoi qu'il en soit, nous devons admettre que le report s'est fait sur 6 mois. Il y a eu des cas de report sur 12 ou 24 mois. Alors, nous allons certainement voir une deuxième vague, très certainement, et je peux parier sur le fait que la moyenne se trouvera autour d'1 an, à tout le moins. Ça, c'est pour la première vague, et où nous avons assisté à une moyenne sur 6 mois. Voici le niveau de risque qui nous montre exactement ce que nous avons vu, avec une première grande vague en mars, d'accroissement de portefeuille risque. Vous voyez en rose la vague qui grimpe jusqu'à en deçà de 50%, avec une moyenne pondérée de 32%. Autant pour l'effet, et nous pouvons constater
qu'entre mars et août, disons, les derniers chiffres sont sortis pour août, c'est le fait que le risque persiste. Le risque subsiste. La zone rose est à 21%. C'est la moyenne pour le moratoire Covid, avec le gros du risque Covid, 21% du portefeuille. En d'autres termes, si à partir d'aujourd'hui on ne voit pas survenir de grandes crises, il nous reste un risque qui pèse sur le portefeuille des IMF 7-8 mois plus tard. Au début de la crise, le risque est encore existant et c'est pour cela que j'ai dit que le refinancement de la dette moyen doit être autour d'une période de 12 mois, à tout le moins. Écran suivant. Ce camembert est intéressant. Il présente la tendance à la reprise envers le client. La question était de connaître le nombre de clients, en pourcentage plutôt, pourcentage de clients qui ont repris leur activité. 35% ont dit avoir plus de 90% de leurs clients qui ont repris leurs activités. En d'autres termes, 25%, un tiers de l'échantillon, reprend la situation prévalant avant le Covid. 50 on dit, entre 50 et 90% des clients ont repris leurs activités. Ils se trouvent au milieu du gué et le risque se trouve à 11% où on nous dit qu'entre 20 et 50% des clients ont repris leur activité. En d'autres termes, 35% sont hors zone à risque, 54% sont, disons, au milieu du gué, de la zone à risque. Ils sont en voie d'amélioration, mais encore dans les difficultés, et 11% connaissent encore une zone à risque élevée. Écran suivant. Ici, une tendance relativement positive, avec différentes barres. En sombre, l'enquête de septembre. En plus clair, l'enquête du mois de mai. Nous avons eu 3 grandes difficultés de collecte, décaissement et par rapport au portefeuille en cours. Les 3 chiffres montrent une reprise positive à partir de 80%, frappé par tous les critères. 22% réduire le portefeuille, 32% difficulté de remboursement, et pour les 22% difficulté de décaissement des prêts comme de coutume. Écran suivant. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous constatons que le Covid a un effet seuil pour les IMF. Nous avons essayé d'expliquer aux IMF le lancement de nouveaux produits en fonction des enseignements tirés de la crise du Covid. Et il est intéressant de constater que 56% des IMF ont dit vouloir investir dans le secteur agricole. Ce secteur a été perçu comme étant à risque avant la crise du Covid. Et du coup, il est perçu comme étant un secteur à fort potentiel. 56%. Bon, il n'était pas surprenant de constater que 56% souhaitent développer des produits
numérique. Et nous avons constaté que 40% souhaitent investir dans les programmes éducatifs dans le domaine financier. Voici les 3 grands nouveaux développements potentiels pour les IMF, et 30% seulement ont dit en aucun cas le Covid n'aura un impact sur le produit et nous ne souhaitons pas lancer de nouveaux produits. Seuls 30% l'ont dit et 70% des IMF veulent utiliser le Covid comme un tremplin pour s'améliorer en vue du service à fournir aux clients. Voilà pour les derniers chiffres liés aux enquêtes que je voulais vous montrer. Et donc certains veulent lancer de nouveaux produits et les rendre disponibles aux clients. Donc voici la dernière diapo des chiffres que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup Eric, c'est parfait. Et cela concorde tout à fait avec d'autres données. Alors nous allons maintenant donner la parole à Sanjay pour écouter son analyse à lui. Jusqu'à présent, vous avez entendu parler du CEGAP et du Crédit Agricole sur la base d'enquêtes qu'ils ont été menées. Notre approche a été un peu différente, mais j'espère qu'elle vous donnera un éclairage un peu différent. Peut-être que ce n'est pas très original, mais il y a tout de même quelques différences que nous observons. Qu'avons-nous fait? Nous avons utilisé des informations d'audit des IMF dans 5 pays d'Asie. Ce sont des pays que nous connaissons extrêmement bien. Et nous avons également tenu compte du retour d'informations informelles du secteur. Et donc, je pense que nous avons pu élaborer un point de vue intéressant. Alors, il ne s'agit pas simplement d'adopter une perspective à court terme, mais de réfléchir également à long terme. Et c'est là que la première diapo que j'aimerais vous montrer est intéressante. Ici, vous voyez la perspective à long terme. Alors, l'Inde a beaucoup d'expérience en termes de crise ces dernières années. Il y en a eu plusieurs, la démonétisation au fil des années et maintenant la crise du coronavirus. Donc, il y a des éléments un peu similaires qui se présentent, mais voyons un petit peu la crise de démonétisation. Alors, le portefeuille à risque, ici, on est passé de 0,3% en mars 2016 à 8,2% en mars 2017. Cela a pris 2 ans, en fait, pour en ressortir. Donc, cela a pris du temps pour établir la situation. Donc, des efforts considérables ont été déployés. Des quantités d'argent importantes ont dû être prévues en termes de coûts opérationnels et en termes de fonds. Alors, cette fois-ci, pour l'Inde en tout cas, nous voyons ici une forte évolution. Le reste, ce sont des projections, nous ne savons pas encore. Donc, nous voyons ici 1,4% en mars 2020 et une projection de 20% pour mars 2021. Alors 3 fois plus élevé par rapport à la crise précédente. Donc ici, nous pourrions aller jusqu'à 20%. Et ces 8-9 derniers mois nous donnent également des informations intéressantes. Alors, sur la base
des expériences antérieures avec les autres crises, nous pensons que cela prendra 4 à 5 ans pour se remettre, pour se rétablir. Et je ne pense pas qu'on arrivera à nouveau à 1,1 ou 1,4%. C'était donc le taux que les IMF nous indiquaient ces 3 dernières années. Je ne pense pas que l'on y arrivera. Peut-être qu'on arrivera à 3 ou 4% après quelques années. Donc les effets ressentiront à long terme, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas ici une question d'un an, de 6 mois ou d'un an. Nous pouvons déjà passer à la prochaine diapo. Merci. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez cette diapo, mais j'aimerais juste attirer votre attention sur quelques facteurs clés provenant des bilans des IMF dans les 5 pays. Pour l'Inde, des petites banques et des IMF indiennes ont été prises en compte. Alors, ce que l'on peut ici observer, c'est la part des dépôts par rapport au fonds. Ce chiffre est étonnamment élevé pour le Pakistan, 71,7% pour le Pakistan, 60,8% pour les petites banques en Inde, 51,4% au Cambodge et 46,5% au Népal. Alors, personnellement, je m'attendais à des retraits importants. Mais, comme Greta l'a dit, cela ne s'est pas produit. Et c'est un grand avantage, en fait, pour les prestataires de services financiers. Alors, c'est vrai que les gens sont assez réticents à l'idée de retirer leur épargne et d'y toucher, et de toucher ainsi à la sécurité qu'ils ont accumulée pendant de nombreuses années. La différence est la suivante. Les IMF indiennes ont des niveaux d'endettement importants, mais si on regarde la prochaine diapo... Ah non, je reste ici sur cette diapo. Si on regarde la prochaine ligne de ce tableau, des dispositifs de liquidité ont été fournis par la Banque centrale, soit directement vers des petites banques ou soit de manière indirecte par des banques de développement. Donc des liquidités à court terme ont été préservées. Au Cambodge, au Népal, là ce sont des investisseurs et des bailleurs externes. Au Népal, le secteur de la banque commerciale a de fortes liquidités, a misé sur les prestataires de services financiers. Donc les problèmes ont pu être atténués à court terme. Par conséquent, la prochaine diapo. L'autre aspect intéressant à prendre en compte, ce sont les liquidités, les dépôts bancaires par rapport aux avoirs. Alors, nous avons dit ces dernières années que les IMF devraient avoir peu de liquidités plutôt que de garder l'argent à la banque. Mais si l'on regarde mars 2019, mars 2020, ces chiffres sont beaucoup plus élevés qu'escomptés. Il n'y a que le Népal où l'on trouve un chiffre de 8,8%. Donc il y a eu des éléments d'amortissement, des tampons si vous voulez, des amortisseurs. Mais les liquidités à court terme présentent des risques. À un moment ou à un autre, il faudra remplacer cet argent. À quel prix?
comment les IMF tiendront au moment où les moratoires arriveront à échéance. Alors nous ne sommes peut-être pas encore arrivés à la profondeur, au moment le plus sombre de la crise. Il faudra voir au cours des prochains 18 mois, 24 mois. Il faut en tout cas donner du temps aux prestataires de services financiers pour atténuer les effets de la crise. En tout cas, les temps à venir devront être suivis de près également. Merci beaucoup Sanjay. Et nous allons maintenant suivre de près les perspectives. Je vais donner la parole à Mohamed. Vous m'entendez? Très bien, bonjour tout le monde. Je serais peut-être un peu plus optimiste par rapport à notre région, parce que nous reconnaissons que nous sommes toujours au milieu de cette crise. Nous ne savons pas encore comment la crise va évoluer, mais jusqu'à présent, je peux vous dire que, comme toutes les autres, à la différence des autres régions où cette crise a démarré, on a paniqué, on s'attendait à des risques très élevés, des problèmes de liquidité, des problèmes de solvabilité pour certains de ces IMF. Donc on est passé par 6, 7, 8 mois d'incertitude et les choses ne sont pas aussi terribles que ce à quoi on s'attendait, même si les risques se sont accrus. Et je parle ici de la communication et de la réception de données de la plupart des IMF présents dans cette région. Et si on regarde cette diapositive, on voit que le risque s'est accru, mais pas autant que nous aurions pu nous y attendre. Donc vous voyez les pourcentages ici, vous voyez que beaucoup d'IMF ont réussi à garder tout sous contrôle, même en retardant les paiements des régulateurs. Pour la Jordanie, par exemple, ça n'a été qu'une question de 2 mois. Pour d'autres pays, la période a été beaucoup plus longue. Pas mal de clients ont demandé de postposer leur paiement, leur remboursement. Et dans un pays comme la Tunisie, tout n'était pas gratuit, mais c'était de façon dégressive. On a vu que certains clients ont demandé de retarder leur paiement, mais ce n'a été qu'une question de 3 mois. On a eu la chance de voir comment le secteur s'est relevé. Donc dans notre cas, ce n'est pas aussi terrible que ce que nous aurions pu penser. Pour ce qui est des liquidités, la microfinance au sein des pays du MENA, ce sont surtout des microcrédits. Le secteur est surtout financé par des banques locales, par les DFI, et nous n'avons pas remarqué de gros problèmes. Les banques en Jordanie ont poursuivi leur opération dans les IMF, en Égypte pareil. En Tunisie, la Tunisie a connu un problème de liquidité auparavant. On est en discussion avec tous les secteurs touchés là-bas. Et il semble que les IMF sont couverts jusque juin 2021, ainsi qu'au Maroc et ailleurs. Ça peut être dû en partie au fait que, comme certains collègues l'ont déjà dit avant moi, les gouvernements ont réagi. Les gouvernements ont pris pas mal de décisions, ont beaucoup parlé de ce problème de liquidité, mais ils sont toujours en discussion. Aucune mesure n'a encore été prise. En Tunisie, le gouvernement également en a beaucoup parlé, mais n'a pas encore pris de décision. C'est peut-être dû également au fait que c'est une région où la plupart des IMF
ont déjà connu une crise ou plusieurs crises, donc ils étaient quand même plus préparés à cette crise que d'autres pays. La crise des microfinances a déjà eu lieu au Maroc auparavant. Il y a eu la révolution arabe, le printemps arabe, etc. En 2011-2012, il y a déjà pas mal de choses qui s'étaient passées, par exemple au Yémen, en Palestine et d'autres pays. Mais là, c'est toujours la guerre. Et les secteurs, au fur et à mesure des années, ont réussi à s'adapter et ont appris à faire face à ces différents problèmes. Au Liban, vous voyez que l'IMF le plus grand, qui occupe 50% du marché, n'a pas connu ce problème. Donc, ces secteurs ont déjà été touchés avant le Covid par d'autres crises. Les chiffres sont revenus à la normale ou la période d'avant la crise. Donc une fois de plus, on est toujours au plein milieu de cette crise et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, entre guillemets. Jusqu'à présent, les choses ne sont pas aussi graves que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, pour ce qui est du front numérique maintenant, du chapitre numérique, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais on a continué à voir que tout le monde parle du besoin de numérisation, de passer à la numérisation, de prendre ce chemin. Et alors, j'ai encore un dernier commentaire. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il faut être prudent quant au message que nous envoyons sur ce secteur, parce que dans certaines discussions, on voit que avec certains DFI, avec certains bailleurs, eh bien, on dirait qu'ils commencent à se dire que ce secteur-là est très risqué. C'est déjà risqué, même avant la crise. La crise du Covid n'a fait qu'empirer les choses. Donc, il faut faire attention au message que nous voulons transmettre. Parce que si l'on inquiète trop les gens, si l'on dit attention ceci, attention cela, cela peut envoyer un message négatif. Voilà, j'en termine ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires sur la situation dans la région du MENA. Alors, nous pensons vraiment à la résilience. Nous pensons que la résilience est une question très intéressante et très importante. Au début de cette semaine, on s'est dit que les IMF vont s'en sortir. Et j'aimerais savoir ce que vous voulez dire quand vous parlez d'IMF plus solide. Peut-être que vous avez un commentaire à ajouter sur ce sujet, parce que vous avez été un peu vague à ce propos. Sanjay est devenu muet. Ah. Merci beaucoup, Barbara. Oui, les IMF, ce sont des IMF où le risque est bien géré. Et cela appliqué à la pratique, cela veut dire que les IMF sont des projets gérés par des investisseurs et ne parlent pas beaucoup. Ils sont très conscients de la gestion des risques. Et leur gestion est très souvent mensuelle. Donc une bonne gestion, une gestion saine des risques, la gestion des risques adaptés, c'est très important. Une bonne gestion des risques a un rôle très important à jouer dans la santé des IMF. Je ne pense pas que ce soit une crise à court terme et l'approche de la gestion des risques doit être orientée vers l'avenir. Il faut toujours que cette gestion soit appliquée à des périodes beaucoup plus longues, par exemple 12 mois ou 18 mois. Oui.
Mohamed, par rapport à la définition des bons IMF dans votre région, voyez-vous d'autres caractéristiques à ajouter à ces bons IMF solides? Oui, je pense que c'est pratiquement ce qu'on peut dire. Moi, je parlais du printemps arabe et d'autres événements, de la crise au Maroc. On a perdu Zakouba, l'un des acteurs principaux sur lesquels on pouvait compter. Mais dans chacun de ces cas, la crise a été vraiment le déclenchement de la chute d'une IMF. Certains IMF souffrent d'un système de contrôle interne faible, etc., de peu de gouvernance, etc. Et leurs problèmes, en fait, ont été cachés d'une certaine façon. Et quand la crise a frappé, eh bien, elle a couvert, ça a permis de découvrir ce qui était déjà là. Mais bon, la définition de bon IMF, c'est un IMF qui est bien structuré, qui a une bonne gouvernance, un contrôle interne, une gestion des risques, etc. Je ne sais pas si je peux dire que je suis d'accord avec ce que l'on dit sur le secteur asiatique. Mais pour MENA, pour ma région, je dirais que je ne suis pas nécessairement d'accord avec Sanjay quand il dit qu'ils vivent au fur et à mesure, mois par mois. Les acteurs ont quand même pu faire face à de graves crises auparavant et ils ont continué ils sont toujours debout, ils ont pu obtenir un bon retour sur investissement, ils ont pu être rentables et on a certaines des plus grosses ONG d'IMF au monde chez nous. Donc je ne suis pas sûre que je pourrais être d'accord avec le commentaire de Sanjay. Mais bon, une fois de plus, je dirais que la crise n'a pas été le déclencheur de tous ces événements. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, Greta nous a déjà beaucoup parlé de la situation dans son pays. Et quand on regarde vers l'avenir et quand on regarde le type de système de gestion des risques applicables dans différents pays qui permettent aussi la protection contre ce qui peut se passer à l'avenir, j'aimerais avoir une comparaison entre les différents systèmes appliqués dans les différentes régions par rapport à la gestion des risques. Pensez-vous que vous êtes prêt à ce qui peut se passer? Avez-vous des témoins que vous avez identifiés dans votre région par rapport à ce qui peut se passer dans l'avenir, Sanjay? Eh bien, effectivement, les investisseurs, les IMF, les banques centrales, les bailleurs de fonds doivent comprendre que il ne faut pas que l'on arrive au retrait des mécanismes mis en place dans les mois récents. En tous les cas, cela prendra un temps certain, beaucoup plus que ce qui a été programmé jusqu'à présent. Du reste, la question des moratoires est de savoir si les gens doivent verser leurs intérêts, les clients, s'ils doivent payer leurs intérêts pendant le moratoire. Ça devient un problème juridique, d'ailleurs, qui est passé au niveau de la Cour suprême. Ce n'est pas un détail. Mohamed, pour ce qui vous concerne, est-ce que votre institution est disposée à gérer ce type de structure? Tout dépend. Ceux dont je parle, ceux avec qui j'ai des contacts réguliers, sont les plus grands, les plus structurés de la région et servent la plus grande part de marché. Et je crois que le marché de la zone MENA est très concentré au Maroc. Il y en a 3 qui servent 95% des clients. En Égypte, vous avez 1000 IMF, 10 ou 15 servent 95% des clients. C'est la même histoire que ce soit au Liban, une IMF couvre 50-60% du marché. Là, je parle des grandes.
Je pense qu'ils ont de bons systèmes en place. Ils s'appuient sur une expérience solide également. Beaucoup d'IMF de cette région, au début de la crise, dans les crises précédentes, ils ont traité de façon égale tout le monde. Dans cette crise, ils ont eu des contacts immédiats avec les clients pour les classer, fortement touchés, moins touchés, etc., avec des solutions sur mesure en fonction de l'impact sur le client, ce qui n'était pas le cas dans les crises précédentes. Du coup, ils avaient des plans de continuité des affaires pour s'attaquer à cette crise avec un certain degré de préparation. Ils travaillent très bien sur le volet des liquidités. Ils essayent d'obtenir toutes les liquidités possibles au lieu de dire non, c'est trop coûteux, ne nous dispersons pas maintenant. Et beaucoup ont reconcentré leur dispersion sur le client. Et si vous regardez à nouveau mes chiffres, alors que le portefeuille est resté identique ou s'est accru, le nombre des acteurs est en recul. Pas très important, mais les clôtures n'ont pas été réduites en masse en réalité. Et donc je pense qu'elles se préparent bien entendu, mais personne ne sait comment cette vague-ci ou la vague suivante entraînera des dégâts plus ou moins importants. En Jordanie, on s'en est bien sorti. Lors des premiers mois de la crise, il y a eu 2 décès, 5 décès. Bon, ce n'était pas énorme. Maintenant, avec une centaine de décès par jour, sans confinement, comment voulez-vous que ça évolue? Personne ne le sait. Mais certaines de nos IMF sont meilleures que certaines banques locales, avec des structures plus modernes. Et si les institutions financières pouvaient s'appuyer au maximum sur ces IMF, ça marcherait bien. Effectivement, on parle beaucoup de stratégie de gestion des risques en lien avec les crédits. Moi, je sais que vous n'êtes pas pris en défaut là-dessus, vous travaillez là-dessus depuis bien longtemps. Mais peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu des progrès engrangés dans votre secteur en matière de gestion des risques. Écoutez, on a une approche mondiale, comme nos collègues en Afrique, en Asie. Mais on a une approche mondiale en fait. Et quelques remarques d'emblée. Il est difficile de parler du secteur financier de façon unique. Il y a des variations, des acteurs très sophistiqués et un nombre assez important d'entités moins avancées. Et nous avons constaté des organisations niveau 2 et 3 qui rencontrent plus de problèmes au Tier 1, au niveau 1. Et il est certain que cela fera toute la différence par rapport aux structures qui ont été mises en place, à savoir comment on arrivera à gérer la crise. En tous les cas, il y a des IMF qui connaissent des risques plus importants, plus que les banques, qui savent comment gérer les risques, ont des produits complexes, etc. Mais à beaucoup d'endroits, nous avons des IMF qui n'ont pas ces capacités de gestion des risques, qui ont des produits simples, duplicables, et des systèmes plutôt faibles, en tout cas au niveau des données. Et la capacité s'améliore, bien entendu, on gère des bilans plus complexes avec des exigences de déclaration, déclaration sur les dépôts notamment, mais dans l'ensemble, tout va graviter autour de la gestion des risques, très certainement. On a pris un échantillon représentatif, beaucoup d'IMF nous ont contactés au début de la crise pour essayer de gérer des rapports ou des déclarations très rapides pour connaître un petit peu la situation des portefeuilles. Les stress tests, donc tests de résistance, comment est-ce que l'on va négocier avec les bailleurs de fonds. Bref, dans l'ensemble, autant de compétences qui devaient être découvertes par un certain nombre d'IMF qui n'avaient peut-être pas connu ça dans des crises précédentes. Et fut
la fréquence de survenue de ces crises, on a besoin que les IMF apprennent à gérer correctement les crises. Des aptitudes de management sont absolument nécessaires, mais également de meilleures données de base. Les IMF ont beaucoup de mal avec cette collecte de données. Si on parle de transformation numérique, c'est bel et bien, ça couvre beaucoup de choses d'ailleurs, mais pour moi, les données, c'est l'élément crucial. Et ça dépasse même les systèmes, la vie des portefeuilles. Cela permet d'être plus efficace, d'améliorer les déclarations, la gestion et d'avoir un lien direct plus correct avec les clients. Je pense donc que nous pouvons évoquer ceci dans le cadre de la numérisation, donc via la construction de meilleurs jeux de données, avec notamment des capacités d'analyse. Je pense que personne ne pourra ressortir de cette crise sans étant vraiment fort dans ces aspects. Merci. En fait, je vais prendre une question dans l'audience et on essaiera de se tourner un petit peu vers l'avenir. Alors, il y a beaucoup de questions dans l'audience qui sont liées à l'équilibre homme-femme. Il s'agit de comprendre bien sûr la dynamique qui prévaut au sein des clients, mais également le rôle des IMF dirigés par des femmes PDG, ou bien peut-être que certains ou certaines sont mieux à même de gérer des crises, sont mieux à même de gérer une IMF. Bon, peu importe, peut-être que vous n'avez pas de données à ce titre, mais en tous les cas, il serait intéressant d'avoir votre position. J'ai peur de devoir vous décevoir, mais je n'ai pas vu de performance largement améliorée au niveau des IMF dirigés par des femmes. Alors, on peut se rattacher à ce qu'a dit Greta à l'instant. Les femmes qui dirigent de petites IMF, niveau 2, niveau 3, et le lien que l'on pourrait établir, bon, c'est une hypothèse, c'est tout. Mohamed. Bon, au moins 2 IMF avec lesquelles nous travaillons, une en Égypte, une en Jordanie, sont composées de femmes uniquement. Celle de Jordanie, c'est la plus grande IMF qui n'offre ce service qu'aux femmes et qui est dirigée par des femmes. En Égypte, c'est une des plus grandes, parmi les 4 ou 5 plus grandes d'Égypte. Pour les autres, beaucoup sont dirigés par des femmes, vous savez, offrent leur service aux hommes et aux femmes. La majorité sont des femmes. Dans la majorité, on a 60-65% des prêts microfinance destinés aux femmes. Au niveau performance, on n'a pas vu de grande différence en réalité. Et effectivement, on parle du niveau 1. Quand je parle du secteur, moi je parle du niveau 1, puisque cela constitue la grande majorité du marché. On n'a pas constaté de grandes différences en termes de performance. Tous deux font de leur mieux pour traverser la crise avec un service correct offert aux clients. Merci Mohamed. Commentaire supplémentaire, Greta? Non, nous n'avons pas les données permettant de tirer des conclusions solides à cet égard. Ce serait fort utile, effectivement. Merci. Je vais peut-être m'écarter de ce type de questions pour résumer un petit peu. On a beaucoup parlé des hommes, pas tant des institutions, puisque l'homme doit être au centre. Les institutions sont là pour servir les hommes, c'est les femmes sur le terrain. Nous devons alimenter la reprise, c'est ça notre souci permanent, c'est de cela que l'on parle quand on évoque la résilience et d'institutions fortes. Est-ce que l'on peut être optimiste et commencer à parler de relance, de reprise, de comment le secteur peut nous aider à avancer, à reprendre le dessus? Vous pouvez faire un petit commentaire d'une minute chacun peut-être, un petit tour de microphone rapide.
Dans quel ordre? Je commence? Il est trop tôt, je crois, pour être franchement optimiste. On n'est pas sorti de l'affaire. C'est une crise inhabituelle. Il n'y a pas une fin abrupte. On a encore à se demander comment les choses vont évoluer. Et au fond, on n'est pas au volant, on est sur le siège du passager. Et on parle de crise des liquidités qui a pu être évitée en début de crise. On pensait que c'était la crise majeure, on avait besoin de liquidités, on l'a compris, puisque c'est nécessaire pour maintenir le système financier. Mais pour moi, au fond, il s'agissait avant tout de solvabilité. Nous devons donc voir ce qui se produira. Au niveau des secteurs, c'est beaucoup trop tôt pour jouer les devins. En tous les cas, je sais que mon ministre des Finances a de fortes capacités à rebondir. Il est vrai que nous devons continuer à collecter des données, à maintenir les contacts. Je crois que nous devons avoir des institutions très résilientes, avec des aptitudes à gérer le risque de façon générale, à se numériser, ce qui aura un impact sur la résilience, donc un effet croisé. Mais je crois que la tendance majeure, c'est la tendance numérique, la numérisation du secteur. J'espère que cette crise nous forcera à comprendre que l'on doit changer notre modèle d'affaires dans ce sens, sans être trop complaisant avec soi-même. Et c'est précisément ce qui nous permettra de revenir au volant du véhicule dans le cadre de cette crise. Donc, j'espère que le secteur se relèvera vite. Oui. Oui, y a-t-il quand même des éléments pour être optimiste selon vous? Sanjay. Ah, c'était pour moi, ok. Je pense que Greta l'a bien résumé. Je n'ai pas vraiment quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, à l'exception des éléments suivants. Les défis numériques sont de taille. Alors, cela peut sembler pour certains que d'être la panacée, mais en tout cas, il faut miser sur nos atouts, miser sur nos connaissances, mais il y a beaucoup de personnes pauvres pour qui les smartphones restent encore un mystère, et si nous devons tout d'abord établir un contact avec ces personnes-là, alors on ne peut pas tout de suite passer au numérique. Donc il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait, mais il nous reste encore du pain sur la planche. Oui, nous verrons la prochaine fois à quel point nous aurons évolué et transformé nos faiblesses. Mohamed, vous êtes l'optimiste dans ce panel. Je vais vous donner le mot de la fin. Alors, qu'est-ce qui compte, les personnes ou les institutions? C'est une question extrêmement importante, parce que cette question peut être explosive également. Je me souviens du mois de mars et d'avril, les discussions à l'époque. Ça peut devenir une question politique. Peut-être que le gouvernement, peut-être que l'autorité de réglementation vont peut-être se dire que reporter des paiements pendant 6 mois, que c'est très bien pour le client, mais en même temps, il faut tout de même garder le personnel, continuer à payer les salaires. Donc les IMF se sont retrouvés dans une situation pas évidente. Alors, bon, en Égypte, on disait qu'on peut, oui, continuer à demander les taux d'intérêt, mais pas des coûts supplémentaires. En Tunisie, des compromis ont été trouvés. Alors, le coût convenu à 11% éventuellement, mais pas le coût plein, ou alors passer de 6 mois à 3 mois.
En tout cas, les institutions ont été construites pour être au service des gens. Des investissements importants ont été déployés dans ces institutions. Et maintenant, si on les laissait s'effondrer, ce ne serait pas dans l'intérêt des clients finaux et des personnes pour lesquelles existent ces IMF. Donc, c'est délicat, vraiment. C'est délicat. Peut-être qu'on verra, peut-être qu'on reviendra sur cette question ultérieurement. Malheureusement, Eric nous a quittés, donc nous ne pouvons pas lui donner un dernier tour de parole, mais bon, je pense qu'il fait preuve d'un optimisme prudent. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et que ce soit cette crise-ci ou d'autres crises par le passé, nous devons continuer et apprendre tout au long. En tout cas, merci à tous pour votre participation à ce panel. C'était très intéressant. Merci. Merci Barbara. Merci.